Maintenant, je vais passer la main à Sabrina et à Mathieu pour la suite. Hop, donc j'arrête, je te repasse la main, Sabrina. Ok. Allez. Alors. Hop. Ah, c'est bon, je l'ai. Je pense que c'est bon. Yes, nickel. Yes. Parfait. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente. Je m'appelle Sabrina. Donc, je suis product designer à Maze et aussi design system manager, entre autres. Et je suis avec Mathieu. Donc, je le laisse se présenter. Merci Sabrina pour l'intro. Du coup, moi c'est Mathieu, product researcher du coup chez Maze. Je travaille avec les product managers et les product designers pour prendre les meilleures décisions possibles sur la roadmap et donc aider sur tout ce qui est recherche utilisateur. Donc j'ai une double casquette à la fois sur la recherche en amont et on présentera tout ça pour mieux découvrir les besoins de nos utilisateurs et construire le meilleur produit possible, mais aussi une casquette data, donc vraiment sur tout ce qui est après, évaluer si notre produit fonctionne bien, etc. D'où le terme de product researcher de mon côté. Donc, nous allons commencer déjà par expliquer qu'est-ce que Maze. Donc, on est parti du constat qui est simple. La façon dont nous construisons est cassée. Pourquoi? Car nous passons 50% de notre temps, les développeurs le passent à faire du retravail et aussi, ça nous coûte c'est 100 fois le coût de la correction de UX post-développement. Car pourquoi la recherche est cassée aussi? Car la recherche reste un processus lent, limité et coûteux. La data est limitée. La plupart des équipes s'appuient sur des entretiens semi-dirigés en one-one avec leurs utilisateurs. C'est lent, il faut en moyenne 120 heures pour pouvoir compléter une étude de recherche et c'est très coûteux aussi. Une étude de recherche complète coûte en moyenne 12 000 $. C'est aussi, la recherche est toujours sous-financée et sous-représentée dans les organismes, car il faut à peu près 50% des équipes qui ont un budget de recherche qui est inférieur à 99 $ par mois. C'est le ratio aussi designer, researcher et ingénieur qui est entre un researcher pour 5 designers pour 50 développeurs. Et aussi, c'est 43% des entreprises qui ne collectent pas des retours de leurs clients. Et c'est pour ça que nous appuyons donc Maze sur le rapid testing. Le rapid testing est un framework de prise de décision dans lequel les décisions sont liées au produit avec la contribution des utilisateurs. L'objectif du rapid testing est d'éliminer toutes les problématiques qui sont liées à la création d'un produit numérique et de s'appuyer sur des informations que les utilisateurs donneront à chaque étape du processus. Donc, le Rapid Testing Framework est très simple. Donc, on passe de l'idéation au design et on va tester à chaque moment. Et chaque test va être... tous les inputs qu'on va recevoir sont fractionnés et testables pour permettre d'apprendre à chaque étape du processus. Ce que nous appelons donc la boucle IOTA, qui est l'Input, Objective, Test et Analyse. Donc, c'est un système numérique grec. Le IOTA est le plus petit nombre possible. Donc, dans le cadre des tests rapides, un IOTA est la plus petite boucle d'interaction significative. Si les résultats correspondent aux objectifs, la contribution, les décisions ou peut-être les phases de prise de décision pour les prochaines next steps peuvent alors commencer. Et donc, c'est sur ces fondations-là qu'est né Maze. Donc, Maze est simplement la plateforme de rapid testing pour les équipes agiles. Et donc, notre mission est de permettre à chacun de tester et d'apprendre rapidement, grâce notamment au discovery, au user testing et au report. Je vais laisser maintenant la parole à Mathieu qui vous expliquera la culture et les design process à Maze. Yes, merci Sabrina. Du coup, comme on l'a expliqué, en fait, on travaille vraiment en système de boucle très rapide de recherche parce que théoriquement parlant, même avant de travailler chez Maze, quand j'étais client, les premières étapes de recherche qu'on peut faire habituellement et les plus classiques, c'est de l'interview client, etc. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, l'idée, c'est d'aller le plus rapidement possible à différentes étapes du processus. Et chez Maze, on est notre propre utilisateur, ce qu'on appelle le dog fooding. On va vraiment utiliser Maze dans nos processus de recherche. Et d'un point de vue construction du produit en termes de processus, notre phase de découverte des besoins des utilisateurs, elle passe déjà par les strategic tracks. En fait, c'est vraiment
des grandes visions de notre produit sur moyen et long terme, ce vers quoi on veut tendre, pas forcément des choses sur qu'on fait nécessairement aujourd'hui, mais des choses sur lesquelles aussi on veut se positionner demain. Donc améliorer l'existant, mais aussi aller investiguer des domaines du produit qui n'existent pas aujourd'hui et qui pourraient améliorer le quotidien de nos utilisateurs par rapport à notre ADN, qui est le rapid testing, et donc d'améliorer toutes les étapes de recherche possibles grâce à Maze, puisque c'est ce qu'on souhaite révolutionner. De ces strategic tracks et du coup vision du produit, en fait, on va en découper des opportunités qui sont en fait des thèmes et qui correspondent à un ou plusieurs du coup strategic tracks, donc qui nous permettent d'avoir ce cap sur notre vision. Et de ces opportunités et de ces thèmes, on va découper des solutions et qui donc vont correspondre à des solutions à ces problèmes utilisateurs qu'on a découverts du coup pendant les opportunités et qui vont se découper ensuite et s'affiner petit à petit du coup avec des fonctionnalités très précises. Donc quand je parle de solutions, c'est vraiment une famille de fonctionnalités. Et les fonctionnalités, le feature mapping, c'est décider qu'il y a telle fonctionnalité qui répond à tel problème, qui est présent à tel endroit du produit, etc. Et en fait, la phase de recherche et de découverte, elle est à tous les points en fait. Ça va du coup de l'opportunité avec la découverte de cette thématique. L'idée, c'est que je pense que tu peux passer sur la slide d'après, Sabrina, mais en fait, les opportunités, en fait, elles sont de la responsabilité du coup des product managers. Donc tout se fait en équipe, que ce soit donc product manager, mais il va forcément travailler avec product designer, ingénieur, et aussi du coup de mon côté recherche. Et comme je disais, on va avoir des phases de recherche au niveau de l'opportunité, puisqu'on va se dire, tiens, on a priorisé ce problème-là, parce qu'on a des tendances qui sont faites par rapport à tous les feedbacks qu'on peut avoir de la part de nos utilisateurs, mais aussi par rapport à ceux vers quoi on veut tendre. On va prioriser les opportunités, on va faire de la recherche, tacler le problème, essayer vraiment de le découvrir, avec du coup des étapes de recherche qui sont plutôt génératives, puisqu'on est dans une phase de découverte. Et puis ensuite, tout ce qui est niveau de solution, c'est à la responsabilité du product designer. Et donc là, on va plutôt être sur comment on va itérer sur les solutions qu'on a en tête et même sur les fonctionnalités qu'on peut avoir. Donc, on peut avoir tout un tas de phases de recherche. Comme je disais, on est notre propre utilisateur de notre outil, donc on va utiliser Maze. À la fois sur les phases d'interview, on va utiliser du Maze, aussi sur les phases de sondage. Mais du coup, on peut utiliser aussi plein d'autres techniques comme l'observation client, aller regarder comment les clients utilisent notre produit, est-ce qu'ils contournent l'usage du produit pour répondre à des besoins, et faire de l'interview en continu aussi potentiellement. C'est vrai que historiquement, on est très perçu comme un outil de test d'utilisabilité et on utilise notre outil Maze pour tester nos maquettes, nos prototypages avec les utilisateurs. On permet de le faire en asynchrone et en modéré, mais aussi possible d'utiliser notre outil pour faire du modéré, bien entendu. Pour ce faire, on fait par des phases de 6 semaines, des cycles, et dans lesquels on va du coup positionner un temps de livraison, un temps de recherche, de découverte et d'expérimentation. Expérimentation qui passe par des actions de recherche que j'ai pu citer, mais ça peut aussi passer par du test AB, du fake door testing, c'est-à-dire mettre en place des éléments dans le produit. On donne l'impression que c'est déjà disponible, mais ce n'est pas encore disponible, mais ça nous permet de découvrir l'appétence des utilisateurs, etc. Tout un tas de techniques qui existent de cette manière. Et puis ensuite, une phase de cooldown qui est plutôt sur comment maintenir la qualité du produit et aussi travailler sur la dette technique. Et ça, c'est à la disposition des product managers de décider quel laps de temps on adapte du coup durant ces 6 semaines. Ce n'est pas un temps figé en tant que tel, ça dépend vraiment de la famille du produit, des opportunités, des solutions sur lesquelles on travaille, bien entendu. Et donc, toutes les 6 semaines, on se retrouve, on a une réunion qu'on appelle, nous, le Product Pulse, où en fait, on va dire où est-ce qu'on en est sur nos strategic tracks, en fait, qui sont associés à des KPI et des indicateurs clés de performance, où on va dire, est-ce qu'on s'est amélioré de X ou Y%, qu'est-ce qu'on a réussi à faire ou ne pas faire, qu'est-ce qu'on a lancé, donc pour faire une rétrospective sur qu'est-ce qui a été mis en place par les équipes, quels enseignements aussi on a pu avoir de la part des utilisateurs, et c'est aussi ce que j'aime beaucoup chez Maze, c'est que tout le monde est sensible à la recherche utilisateur, et tout le monde pratique la recherche. Et on va dire exactement pendant ces 6 semaines aussi quels sont les enseignements clés qu'on a appris de par nos actions de recherche, mais aussi parce qu'on a pu du coup développer et les performances des fonctionnalités qu'on a pu développer. Et puis on explique bien entendu sur les 6 prochaines semaines sur quoi on va travailler, et ça permet d'apporter une communication et une transparence au sein de l'entreprise.
Et ce que j'aime bien, c'est que c'est de l'itération en continu. Comme on le disait, on fonctionne en IOTA, c'est-à-dire on va tester dès le début pour déterminer quel est le problème utilisateur. On va tester les idées de concepts qu'on peut avoir. On va tester bien sûr les solutions qu'on imagine, le pitch qu'on va y apporter. On va tester bien sûr le prototypage, l'utilisabilité. Et aussi, on va tester le product marketing, le contenu, enfin l'UX writing qu'il peut y avoir aussi dans notre produit. Et tout ça, en fait, c'est une boucle itérative en continu. Et ce qui est bien, c'est que quand on fait de la recherche au niveau de l'opportunité ou de la solution, ou qu'on est en train de construire une fonctionnalité, on apprend en continu et parfois, ça fait naître d'autres opportunités, d'autres solutions aussi qui peuvent émerger et qui peuvent être bien sûr planifiées pour la suite. Ouais, du coup, je vais vous expliquer comment ça s'applique, tous les principes et les process que Mathieu vous a expliqués, mais surtout pour l'équipe Product Design à l'intérieur de Maze. Donc, je pense que vous le connaissez, c'est tout simplement le chemin que parcourt un product designer tout au long du process de création d'une feature ou de son produit. Donc, si on se concentre sur l'emphasize et le define, donc il y a deux types de data qu'on va récupérer, donc l'attitude et le comportemental. Donc l'attitude, c'est ce qu'on pense que l'utilisateur va faire. Donc, par exemple, on pense que ajouter un nouveau projet est super facile. Et après, on a le comportement que l'utilisateur va avoir tout simplement lors des phases de testing. Et donc, on passe sur plusieurs méthodes de recherche. Donc, la recherche générative, quel problème essayons-nous de résoudre, et la recherche évaluative, quelle solution, notre solution, est-ce qu'elle fonctionne bien, est-ce qu'il faudrait l'améliorer, sur quel point l'utilisateur a-t-il eu quelques problèmes. Et donc, grâce à ça, on a pendant toute la phase que vous a présentée pendant les 6 semaines, mais plus simplement dans la phase de shaping, concept building, là où le designer va vraiment agir. Dans la phase de recherche générative, on est vraiment dans la phase de shaping où on va rechercher les problèmes et aussi définir ces problèmes. Donc, c'est à ce moment-là où on est vraiment très proche des product managers. On va être très dans OK, donc on a on a le problématique de départ, augmenter par exemple le nombre d'utilisateurs. Là, récemment, c'est par exemple augmenter le nombre de personnes qui vont créer un projet, par exemple. Donc, on va essayer de définir toutes les problématiques qu'il y a actuellement sur cette problématique-là qui est très, très large. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces problématiques-là, on va vraiment être dans une phase d'idéation et de validation, donc la phase de concepting. Et une fois qu'on a évidemment testé, validé, on va rentrer dans une phase de building avec plus les équipes dev. Et donc là, ça va vraiment être les équipes dev et design qui vont interagir ensemble. Et donc, on passe vraiment dans la recherche évaluative. Est-ce que notre solution fonctionne-t-elle bien? Et donc, on rentre dans la phase de building. Donc, pour tous ces éléments-là, on a, surtout pour les remote interviews, on utilise Zoom et FigJam. Et pour l'analyse des données existantes, donc on va surtout sur Hotjar et Amplitude. Ensuite, dès qu'on va commencer à rentrer dans les phases d'idéation et de validation, donc pour les surveys, bien évidemment, on utilise Maze et aussi Zoom. Et donc, pour l'analyse aussi des retours utilisateurs, on utilise Zendesk. Là où notre équipe support va vraiment remplir chaque ticket, savoir ce que les utilisateurs ont comme retour. Et ensuite, pour nos phases de brainstorming, donc ça va être du FigJam ou même sur Zoom, ou voire Teamflow. Et sinon, pour notre carte sorting et pour notre retesting, Maze, et puis pour les phases nos tests d'usabilité, etc., ça va être Maze et parfois aussi un peu sur Figma. Et donc, dès qu'on rentre dans les phases d'idéation, prototyping et test, donc on va comprendre le problème grâce au Maze Report. Donc, on envoie un premier Maze pour savoir comment les utilisateurs se sentent avec la solution existante, comment ils utilisent, est-ce qu'ils ont aussi d'autres outils qu'ils utilisent pour répondre à leurs problèmes, comment on peut répondre, ouvrir l'arbre des possibilités et aussi voir s'il y a différentes solutions qu'on n'avait pas vues lors des phases de shaping. Ensuite, on formule le classique, le How might we.
pour tout simplement aussi rentrer dans la peau de l'utilisateur et tout simplement formuler clairement notre problématique. Et donc là, on rentre vraiment dans les phases iterative process, donc avec le qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on nous mon Dieu, désolée, ce qu'on devrait faire et puis qu'est-ce que ça sera aussi dans le futur. Donc là, on commence vraiment les dessins. Donc c'est vraiment des dessins de concept avec Figma. C'est un moyen rapide aussi pour nous de traduire tous les concepts design qu'on avait. Donc on fait vraiment des dessins assez haute fidélité afin de pouvoir les tester ensuite rapidement. Donc notre objectif est de déterminer si la solution est créatrice de valeur et si elle répond aussi aux besoins des utilisateurs. Donc, par exemple, un exemple de question qu'on se pose souvent, c'est quelles sont vos premières impressions? Quelle est la probabilité que vous l'utilisiez? Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Comment cela vous sera-t-il utile dans votre travail? Ou est-ce que ça s'incorpore avec le workflow que vous avez? Ensuite, on va prototyper donc nos wireframes, suivant du coup l'architecture du parcours utilisateur. Les wireframes permettent de se concentrer uniquement sur l'aspect fonctionnel que l'on essaye de tester, donc sur les boutons, les titres et sur aussi le parcours spécifique que l'utilisateur va emprunter. Ensuite, on va repartir, comme je vous l'expliquais avec la book IOTA, on va repartir en test. Donc, on va retester nos wireframes. Et donc là, c'est vraiment pour déterminer si les besoins des utilisateurs sont satisfaits ou non et si l'expérience est idéale, l'expérience qu'on avait sketchée avant et qu'on a réussi à retirer par rapport au test qu'on avait fait avant. Donc là, les exemples de questions, c'est dans quelle mesure le parcours est-il clair? Est-ce qu'on peut ajouter, par exemple, récemment, on a sorti les slides pour le Maze Report. Est-ce que vous pouvez ajouter du contexte à vos diapositives, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez trouvé difficile ou que vous avez trouvé imprécis dans les process? Et ensuite, après, on repart. Et cette fois, c'est sur du haute fidélité. Et donc là, c'est pour vraiment créer le prototype, les maquettes qui ressembleront le plus possible au final du projet, tout simplement. Donc là, on inclut vraiment les aspects visuels, les interactions que l'utilisateur aura à la fin. Et donc, cette fois, nous retestons à la fin. Et notre objectif est de mesurer l'utilisabilité et d'identifier les problèmes dans le workflow des utilisateurs. Et là, les exemples de questions que nous posons, c'est est-ce que, si c'est pas trop spécifique, on ajoute des scénarios aussi pour pouvoir permettre de projeter l'utilisateur avec la solution et s'il arrive tout simplement à naviguer, et si on arrive à remplir nos objectifs qu'on a eu dans la recherche en amont. Et donc, par exemple, les mesures typiques qu'on peut observer lors du Maze Report, c'est le taux de succès moyen, la durée, c'est la durée moyenne qu'il a passée sur un écran, et aussi le taux de misclick, qui sont des indicatifs très importants pour nous. Et donc après, on compare ça au comportement que la personne a eu et puis à l'attitude qu'il a eu tout simplement. Et l'attitude, cette fois, se traduit vraiment par des retours que l'utilisateur a eu lors des phases de testing. Et cette fois, on peut vraiment avoir, là, ça se reverse complètement. On peut avoir son comportement et voir si ça match avec ce qu'il a énoncé lors tout simplement des open questions ou tout simplement de ce qu'il a rempli lors du Maze Report. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu pour les takeaways, les quelques tips. Oui, on voulait finir en fait avec quelques grands conseils qu'on peut donner par rapport à la recherche et l'utilisation aussi de Maze, mais même aussi potentiellement d'autres outils en termes de recherche utilisateur. Déjà, c'est comment comprendre comment les décisions elles sont prises en fait en interne, quel niveau de maturité vous avez aussi en termes de recherche et de position du client au centre de votre produit. C'est ce qui va vous aider à détecter vos forces et vos faiblesses, et s'il y a des faiblesses, d'aller avoir ce travail d'évangéliste, d'activiste pour pouvoir aider les gens à monter en compétence sur tout ce qui est recherche utilisateur et démontrer que toute cette recherche, toutes ces phases d'itération, comme Sabrina a pu le démontrer, a un avantage puisqu'il n'y a rien de pire que de construire et développer des choses qui ne sont pas utilisées ensuite par les utilisateurs ou qui créent de la friction et donc de la satisfaction. Donc c'est important de pouvoir aussi
tester un maximum pour éviter de refaire des choses, de repartir de zéro ou de recorriger des éléments, parce que comme on l'a évoqué, c'est ce qui coûte le plus d'argent et de temps, c'est de reconstruire des éléments sur lesquels on a déjà travaillé, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller le plus loin possible, d'être sur les sujets du futur et d'améliorer bien sûr l'usage et l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est du coup de relayer toutes ces valeurs, de pouvoir évangéliser sur les enseignements que vous allez avoir de vos actions de recherche à tout niveau possible, puisque plus du coup c'est un sport d'équipe, plus on va apprendre et faire monter en compétence les gens sur les enseignements que vous avez par rapport à vos actions de recherche, plus ils seront conscients de ces éléments et ils vont pouvoir aussi s'améliorer dans leur quotidien. Et en fait, un des réflexes parfois, c'est de se dire il faut être forcément product manager, researcher ou autre pour maîtriser du coup la recherche auprès des utilisateurs, mais en fait, c'est la responsabilité de tout le monde, et notamment même des personnes qui sont en confrontation directe avec les utilisateurs. Notamment les Customer Success Managers, les commerciaux potentiellement. Toute personne qui est en interaction avec l'utilisateur a forcément du coup des opportunités pour avoir des connaissances à évangéliser et à partager au sein de l'entreprise. Et c'est important parce que si on n'est pas conscient de la façon dont il faut poser les questions aux personnes et comprendre la source de leurs problèmes, on se retrouve très rapidement en fait avec une shopping list de fonctionnalités, la liste au Père Noël de qu'est-ce que je veux exactement, puisque quand on est utilisateur et qu'on a un problème, une friction, on va naturellement être actif, se projeter à définir une solution, mais la solution que nous on imagine en tant qu'utilisateur classique n'est pas forcément celle qui correspond à tous les utilisateurs. Et donc c'est pour ça que c'est important d'évangéliser et d'apprendre aux personnes qu'il faut comprendre les sources du problème et les raisons, le pourquoi, ce qui crée cette friction utilisateur, parce que c'est ce qui permet de définir des solutions, et une solution peut répondre à plusieurs problèmes utilisateurs en même temps, et vice-versa, des fois, une friction utilisateur nécessite du coup d'avoir plusieurs solutions, donc c'est ça qui est intéressant et à prendre en considération. Donc c'est vraiment un sport d'équipe, plus les personnes seront sensibles à la recherche et du coup au fait que l'utilisateur doit être au centre de la conception du produit, plus ce sera facile du coup pour améliorer du coup leur satisfaction. Donc oui, j'ai un peu déjà spoilé parce que j'ai parlé de sport d'équipe, etc. Donc engager toute l'équipe, ça c'est important. Et je pense que du coup le quatrième point du coup que je voulais évoquer, c'est entraîner le muscle du test dans votre entreprise. Donc quand je parle de muscle, en fait, c'est que c'est un sport d'équipe, comme je disais. Et en fait, comme n'importe quel sport, si vous entraînez pas physiquement et que c'est pas quelque chose que vous pratiquez au jour le jour, et ben vous êtes moins préparé et vous êtes moins performant. Donc la recherche, elle doit se faire tout le temps. Elle ne doit pas juste se faire sur quelques interviews clients ou juste des tests d'utilisabilité, et pas sur tout le cycle de vie d'une innovation, que ce soit avant, pendant ou après, bien sûr, le développement. Et plus vous actionnerez des actions de recherche, plus vous allez gommer aussi vos défauts, etc. Puisque quand on commence, forcément, on fait aussi parfois des erreurs. Je vois qu'il y a quelques questions sur le FigJam, sur le sujet. Et donc, plus vous allez pratiquer, plus vous allez bien sûr vous améliorer. Et plus vous allez évangéliser auprès des autres personnes, plus vous serez aussi capable de travailler ça en équipe et donc de gommer aussi le défaut des autres et éviter les biais de sélection, les biais d'interprétation, puisque parfois on a tendance à aller dans la piste qu'on a déjà plus ou moins en tête, et c'est important de l'éviter et de surtout se focaliser sur les problèmes utilisateurs pour ensuite mieux comprendre et définir des solutions. Merci. Voilà, merci à vous. Est-ce qu'on a fait une sélection de questions déjà sur lesquelles on pourrait commencer à répondre? Alors Antoine, tu t'occupes de la session questions? Oui, on va partager, le FigJam. Hop. Alors, il faut que tu arrêtes ton partage, Sabrina, pour que je puisse partager. Ok. Je voyais absolument rien, il n'y avait que mon partage. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez? Oui. Oui. Les gens, ils étaient assez chauds, ils ont posé des questions. Alors, on a une première question là qui sont: quelles sont les étapes de best practice pour créer un... Alors, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis au bon endroit pour créer un design system? On va détourner la question. Est-ce que... Vous avez déjà un design system, ouais? Je suis design system manager.
D'accord, bah parfait. Bah, en fait, c'est la question principale, alors, du coup. Est-ce que tu as tes 10 tips ou en fait des best practices à donner pour créer un design system Alors, par rapport à tes expériences côté Maze, ouais. alors, alors j'en ai plusieurs, ça dépend en fait du moment où on crée le design system. Si c'est alors j'ai 2 cas précis. J'ai un cas lors d'un rebranding, donc avec Maze, on a commencé à le créer lors d'un rebranding. Donc au début on se dit oh, c'est la meilleure idée du monde, mais en fait on se rend compte qu'on commence à rentrer dans un processus qui est très très compliqué. Et donc première best practice, prenez vos équipes d'ingénieurs le plus rapidement possible et discutez avec eux. Au début, on a tendance à se dire, OK, le design system, ça va être que côté design. C'est pas du tout le cas. C'est des designers, développeurs et aussi les équipes marketing et aussi product manager. En fait, c'est tout le monde qui devrait qui devrait être inclus dedans. Donc, première chose, déjà, documenter beaucoup, tout sur Notion ou sur n'importe quel outil vous utilisez tous vos process. Mettez vraiment tout le monde au cœur de la création du design system, quitte à communiquer beaucoup autour de ce sujet. Par exemple, je parle de design system tout le temps à Maze. C'est limite un tag que j'ai sur ma bio, parce qu'en fait, c'est très important de communiquer tout le temps et de vraiment mettre que tout le monde soit concerné par ce sujet. Si c'est dans une phase de rebranding, donc évidemment extraire tous les composants qu'il y a actuellement, extraire aussi toutes les fondations clean. Forcément au début ça sera pas propre. Forcément au début il y a des choses qui vont bouger. On n'attend pas à construire material design dès le début, c'est impossible. En fait c'est un travail très itératif. Mais le plus important, c'est vraiment communiquer, avoir les développeurs, les product managers vraiment inclus dedans et vraiment le mettre au cœur des préoccupations et surtout de se dire que c'est un projet, c'est même plus qu'un projet, c'est un produit en fait qui va grandir en parallèle du produit que vous construisez. Donc c'est très important de commencer petit, déjà avoir toutes les fondations sur Figma, toutes les fondations du coup de mettre de côté. Donc quand je dis fondation, c'est les couleurs, les typos, les shadows, c'est vraiment tout ce qui est en général, c'est aussi owned par le marketing parce que c'est très lié à la brand. Toute la complement library, donc forcément au début on récupère pas tous les composants parce souvent il y a beaucoup de problèmes d'inconstance et aussi c'est très difficile de les extraire. Donc vraiment le plus possible sur un Figma. Et ensuite on va commencer oui. Et aussi vraiment tout mettre dedans et commencer petit à petit et quitte à faire en fait un premier audit de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du produit, qu'est-ce qu'on a nous côté design pour pouvoir relier ce qui est en développement et ce qui est aussi côté design pour pouvoir commencer à lier en fait les deux parties et donc après tout simplement de se dire ok donc nous avons cette base là et on va la faire évoluer avec le produit. Voilà. Nickel, parfait. Merci beaucoup, Sabrina. On passe à la deuxième question qui est comment vérifier qu'un questionnaire user est efficace? Alors déjà, la première chose, c'est donc si on parle de user test et du coup de test d'utilisabilité, je conseille de le crash tester déjà. Ça, c'est vraiment une première chose. C'est déjà de le travailler en équipe. Que ce soit pas juste fait par une personne, mais qu'il y ait aussi d'autres personnes qui puissent venir et qui puissent avoir un regard frais du coup sur les questions et sur les exercices, les missions que vous avez pu apporter. Toujours se questionner sur qu'est-ce qu'on veut apprendre. Est-ce que c'est pas juste avoir une information supplémentaire? Est-ce que ça va vraiment nous apporter quelque chose en plus en termes d'apprentissage du coup dans la phase de test d'utilisabilité? Et puis, comme je disais, vérifier si c'est bien compris par d'autres personnes dans l'équipe. Parce que déjà, si la question elle est interprétée d'une autre manière par d'autres personnes, ça veut dire que la façon dont la question elle est écrite, elle ne fonctionne pas forcément. Parce qu'il faut que ce soit compris de la même manière par tout le monde, sinon ça veut dire que vos résultats ils vont être interprétés et ne vont pas apporter les bons enseignements. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est m'imposer une petite checklist pour vérifier que
des critères de qualité, c'est-à-dire est-ce que mon test il n'est pas trop long, est-ce que mes questions sont bien formulées, est-ce que j'ai pas de double question, est-ce que mes questions ne sont pas orientées, est-ce qu'elles sont suffisamment claires par chaque personne, etc. Et donc ça permet de s'imposer un peu une checklist et de vérifier que tout fonctionne. Et puis surtout crash tester, donc crash tester soit en interne, ça c'est des choses qui fonctionnent très bien, vous allez voir des personnes dans l'entreprise, même s'ils ne sont pas du tout sur le projet, au contraire c'est encore mieux, vous leur faites tester pour voir comment ils interprètent les éléments, etc. Et ça vous permet de vous réajuster en fait, de vous dire ok j'ai peut-être des petites modifications à faire dans mes questions, ou même dans mon prototypage, dans les exercices que je veux faire, peut-être que j'ai trop redirigé l'utilisateur, ou est-ce qu'au contraire peut-être c'était trop vague et donc du coup il les a perdus. Certains utilisent le guérilla testing pour pouvoir faire ça aussi. Donc, tout dépend aussi de votre cible. Et en tout cas, crash tester un maximum avec une petite partie de personnes, même potentiellement, ce qui est déjà arrivé de faire, c'est de l'envoyer à juste un petit panel, voir les premiers résultats, réadapter mon test si besoin à un plus gros volume d'utilisateurs. Si on parle de tout ce qui est questions, sondages, etc., moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord commencer par des interviews, élaguer le terrain et comprendre les grandes réponses, les patterns qui peuvent revenir de ces interviews. Et ensuite, ça m'aide à faire du quantitatif beaucoup plus facilement avec des surveys et utiliser Maze pour pouvoir du coup faire du quantitatif et même parfois des questions que j'avais en champ ouvert avant. Vu que je me rendais compte qu'en 4 ou 5 personnes, j'avais à peu près les mêmes thèmes qui revenaient, je les évoquais en choix multiples. Bien sûr, s'il y a d'autres thèmes qui veulent être utilisés et évoqués par les utilisateurs, il y a un champ autre. Mais au moins, ça me permet d'avoir du quantitatif sur les grands thèmes, les grandes tendances que j'ai pu évoquer, et ça me permet de confirmer avec un plus gros volume. Voilà. Ok, super. Il y a une question qui s'est ajoutée. Est-ce que pour crash tester, on peut demander à des membres de sa famille? Est-ce que c'est quali ou pas de faire ça? En fait, vraiment, tout dépend. Toutes les questions, à chaque fois, une des choses les plus importantes dans une action de recherche, c'est l'audience, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Si on considère que un membre de sa famille peut correspondre du coup à la cible, potentiellement, ça peut aider, ne serait-ce que pour voir l'interprétation, etc. Il faut faire attention, puisque quand on est sur du qualitatif, comme je disais, de crash tester, etc., il peut y avoir des biais, puisque les personnes veulent aller dans votre sens, ne veulent pas être trop critiques, ils savent que c'est votre travail, vos actions de recherche, votre design aussi même potentiellement. C'est même pour ça, quand vous faites des tests d'utilisabilité en modéré, parfois je conseille de dire que ce n'est pas votre design, ou tout simplement même de faire les tests d'utilisabilité par quelqu'un d'autre de votre équipe, qui n'est pas du coup, qui n'a pas un parti pris et un conflit d'intérêt dans la solution qui est évoquée. Donc, il faut toujours faire attention à est-ce qu'il y a une cohérence avec l'audience, mais aussi le parti pris qu'il peut avoir, et est-ce qu'il y a des conflits d'intérêt ou pas. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Mathieu. Tester sur sa famille, ça dépend de l'audience qu'on veut tester, qu'on veut capter à travers ces tests. Et aussi, conseil que j'essaye d'appliquer tous les jours, c'est de ne pas tomber amoureux de sa première itération parce qu'elle va forcément se faire détruire. Et donc, vraiment, c'est tester, vérifier si la personne correspond bien à la cible qu'on essaie de toucher avec nos designs et tout simplement éviter de tomber amoureux de sa première itération. Carrément. Même d'ailleurs, on utilise souvent le terme test d'utilisateur. Moi, je préfère le terme test d'utilisabilité puisque c'est pas l'utilisateur qu'on va tester, c'est pas est-ce qu'il est bête ou intelligent, non, c'est pas une question de ça, c'est est-ce que du coup ça correspond à ses besoins, est-ce que c'est compréhensible, c'est pas son intelligence qu'on teste. Et tout comme les designs, c'est pas votre design qu'on teste, c'est pas vous qu'on teste, c'est la solution que vous avez pu apporter. Ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'elle correspond pas à votre cible et à ses utilisateurs. Ça veut pas dire qu'un jour, avec plus de maturité d'usage, ça correspondrait pas mieux, mais ça correspond pas, en tout cas peut-être à l'instant T. Cool, merci beaucoup. Une autre question, alors je crois qu'il y a déjà une réponse, mais pourquoi avoir choisi un rythme d'itération de 6 semaines? C'est vrai, c'est en effet, c'est la méthode ShapeUp. Par le passé, on était à 9 semaines, et en effet, on a adapté la méthodologie ShapeUp, et ça correspond davantage à nos besoins. Moi, je sais qu'avant même d'arriver chez Maze, on était aussi sur des cycles de 6 semaines, et en tous les cas, ça nous correspondait bien. Ouais. Historiquement, à Maze, on faisait des cycles de 9 semaines. Ensuite, on s'est rendu compte que 9 semaines, c'était beaucoup. Et en fait, on se retrouvait, les équipes design se retrouvaient rapidement à attendre que les développeurs terminent.
Et donc, on travaillait sur nos process. Ensuite, on a essayé à travers des mini off-site et aussi de la collaboration, surtout avec les PM, de savoir comment adapter ShapeUp à Maze. Et donc, on a basculé sur 6 semaines qui nous correspondaient un peu plus et donc qui permettait en fait d'englober la plupart de nos projets et de pouvoir avoir nos phases de shaping et aussi de tests pour ensuite avoir aussi les phases de développement qui tenaient en fait très bien sur 6 semaines. Okay. Et est-ce que pour vous c'est pérenne comme ça ou est-ce que vous avez encore vous aimeriez encore améliorer ce process? Alors, c'est une bonne question. Sachant qu'on a encore modifié ShapeUp il y a 1 mois et demi, un truc comme ça. En fait, c'est les process, on se base sur ShapeUp, mais les process sont tout le temps en constante évolution, étant donné qu'on grandit beaucoup. Quand je suis arrivée, on était 20. Maintenant, on est 90, 95. Donc, ShapeUp, on continue à le faire évoluer. Là, on arrive à une certaine stabilité où on arrive à avoir des process assez établis, comme vous l'a présenté Mathieu, avec les phases de shaping, les phases de concept et de building. Mais c'est vrai que ça reste quand même un truc qu'on fait évoluer au fur et à mesure qu'on grandit, évidemment. Okay. Et si on en apprend un peu plus sur la méthode, on tape ShapeUp sur Google et on trouvera les trucs. Oui, il y a un livre d'ailleurs dessus. Donc, Beaucoup de conférences sur YouTube aussi, hein. Clairement, vous trouverez assez facilement. Et voilà. Sinon, on a... S'il y a des Nantais dans l'audience, il y a même une conférence en présence à Nantes sur le thème la semaine prochaine. Et sinon, il y a toujours un article sur le blog de Maze de notre Director of Product qui explique aussi le process. Ok, super. Merci. Parfait. Combien de pods êtes-vous? Alors, je crois qu'il manque un mot. Combien de designers êtes-vous chez Maze? Alors, il y a une réponse, j'ai l'impression. Ouais, j'ai apporté un début de réponse. Je te laisse continuer, Sabrina, si tu veux. Alors, officiellement, maintenant, c'est tout récent. On est 6 product designers à Maze. Avant, on était 4. Combien il y a de pods? En fait, les pods dépendent vraiment des cycles des nouveaux quarters. Actuellement, il y a, il y a deux équipes. Il y a la growth team et il y a la core team. Donc, la core team est vraiment... moi, je suis dans la growth team. Donc, la growth, c'est vraiment sur le côté business. Donc, c'est comment on augmente le nombre d'utilisateurs pour... par exemple, comment on augmente le nombre d'utilisateurs sur un projet. Ça peut aussi avoir actuellement, on travaille sur surtout des thématiques comme ça, ou sur le pricing, etc., les pricing expérimentations. Et il y a la core team, donc la core team qui travaille sur des features comme la collaboration ou le review d'un Maze. À l'intérieur de chaque équipe, donc il y a 3 designers côté core, il y a 3 designers côté growth. Et à l'intérieur de ces équipes-là, donc selon les étapes, selon les quarters où on est, il y a différentes pods. Par exemple, en gros, actuellement, il y a 2 pods. Donc moi, je gère une pod et Gabriella, qui est la deuxième designer avec moi, gère une autre pod. Et côté corps, pareil, il y a 2 pods. Donc Clément, qui est un designer chez nous depuis maintenant, lui qui est venu juste après moi, gère une pod. Et Yola et Blake gèrent une autre pod. Et aussi, comment est divisée l'équipe design. Donc on a un lead designer en corps et un lead designer en grosse, évidemment. Voilà. Je crois que j'ai répondu. Oui. Aura-t-on accès à une slide ou un concentré de cette presse? Oui, il y aura la vidéo qui sera disponible sur YouTube et on la mettra en lien sur LinkedIn. En général, quelle étape génère le plus de valeur, wireframe ou haute fidélité? Alors, celle où j'obtiens le plus d'aide et le plus de retours d'utilisateurs, c'est vraiment la phase de concept et de wireframe. Parce qu'en fait, c'est des phases où j'ai beaucoup de potentielles solutions. Et ça m'aide vraiment à me recentrer sur une solution qui est la meilleure. Donc, c'est vraiment le moment où mes tests répondent en quelque sorte ça m'aide à faire le tri dans ma tête et à choisir la bonne direction. Mais
Je ne dirais pas qu'il y a une étape qui génère le plus de valeur, car chaque étape génère de la valeur, mais c'est vrai que les phases de wireframe me permettent, moi, de trouver parmi toutes les solutions potentielles, la bonne direction. Et après, les étapes de haute fidélité me permettent de confirmer ça et de réajuster s'il y a des choses qui fonctionnent. Ok. Comment faites-vous le recrutement de vos panels de tests? Et est-ce les mêmes à chaque phase? Alors, ce n'est pas les mêmes. En fait, tout dépend de l'objectif et à quel niveau on est aussi en termes de phase de recherche. Comme je disais, on peut avoir de la phase de recherche sur des opportunités du produit, donc pas forcément avec des personnes qui utilisent actuellement notre produit. Et donc, si c'est sur de nouveaux types de personas, par exemple, eh ben, on va forcément du coup aller chercher ces personnes-là. Et vu que ce n'est pas des utilisateurs de Maze, on va du coup avoir des méthodes de recrutement qui sont différentes. Mais si on est sur de l'existant, on va aller bien sûr aller chercher parmi nos utilisateurs. Et c'est important aussi de ne pas se focaliser sur les comptes du coup satisfaits et qui sont des power users. C'est aussi intéressant d'aller parler avec des gens qui évoquent des insatisfactions. Et même d'ailleurs, on apprend davantage des personnes qui sont insatisfaites et des zones de friction qu'ils peuvent avoir que des personnes qui sont totalement amoureux à 2000% du produit. Donc en fait, ça peut être des personnes qui sont des utilisateurs de Maze, qui sont des très gros utilisateurs, d'autres qui le sont un peu moins, c'est-à-dire qui travaillent avec des gens qui sont des power users, mais qui ne sont pas encore totalement adeptes du produit. Et c'est aussi intéressant de voir quel levier on peut du coup débloquer pour qu'eux, ils viennent aussi s'immiscer un peu plus dans le produit et collaborer avec les autres, puisque c'est aussi ce qu'on recherche, c'est la collaboration et faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui utilisent notre produit au sein d'une entreprise, bien entendu. Et puis, ça peut être aussi des personnes qui n'utilisent pas du tout Maze, mais qui correspondent à des profils qui nous intéressent en tant que tels, quoi. Et comment est-ce que vous faites pour les contacter? Pardon? Alors, pour les contacter, alors tu poses la question pour les personnes qui ne sont pas utilisateurs de Maze ou pour les personnes qui, du coup, sont utilisateurs de Maze? Je ne vais pas te répondre de la même manière, j'avoue. Alors, comme tu veux, dis-nous pour les deux. Pour les utilisateurs de Maze, on passe beaucoup par du coup le contact email. Et d'ailleurs, on a un outil en interne qui est en bêta et qui va s'ouvrir petit à petit où tu peux gérer ta propre base d'utilisateurs dans Maze, où tu peux leur envoyer du coup un mail pour les inviter à répondre à des tests en tant que tels. Aujourd'hui, on passe par un outil du coup, qui nous permet d'envoyer des mails aux utilisateurs assez facilement. On se pose de plus en plus la question aussi de les accrocher directement dans le produit. C'est quelque chose que je faisais beaucoup, moi, avant d'arriver chez Maze. On attrapait l'utilisateur directement dans son usage parce qu'il est déjà contextualisé, il sait pourquoi on va le questionner, etc. Ça peut aussi passer bien sûr par de l'indirect et donc du coup les Customer Success Managers, les Sales, etc. parce qu'ils vont nous partager du coup des besoins qu'ils peuvent avoir de leur côté ou des problématiques. Donc ça nous permet aussi via le support d'identifier des utilisateurs avec qui on veut être en contact. Donc forcément, on va passer du coup par du mail pour la prise de contact. C'est beaucoup plus manuel, mais c'est ce qui fonctionne aussi bien. Ouais. Et puis pour les personnes qui ne sont pas utilisateurs de Maze, on va soit passer par les personnes qui sont déjà dans leur équipe pour essayer d'avoir un premier point de contact et du coup aussi par le CSM. Ou alors on passe aussi par d'autres types de moyens, type panéliste sur des profils que du coup qu'on veut cibler. Donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Hein. C'est un vrai métier de faire de la sélection de personnes pour pouvoir répondre à des actions de recherche. Ou passer par des actions type communication sur le web, dans des communautés de Slack, etc., qui correspondent à des personas qui peuvent nous intéresser. Ok, cool. Sinon, avant ça, ce qu'on faisait, c'est qu'il y a des personnes qui, au tout début, il y a des personnes qui s'inscrivaient à la newsletter, qui voulaient en savoir plus sur des éléments spécifiques. Et donc, ça nous permettait aussi de construire notre base de personnes à contacter et donc de pouvoir récupérer des emails. Okay. Voilà. Avez-vous de plus en plus de demandes niveau test? J'ai l'impression que l'Hexagone se réveille depuis peu à ce niveau. Moi, mon opinion, en effet, c'est qu'il y a une prise de maturité qui est de plus en plus forte. Je pense que la recherche utilisateur, c'est pas non plus quelque chose de vraiment nouveau. Mais par contre, la maturité qu'on peut avoir et les méthodologies à l'heure actuelle sont de plus en plus fortes. Et notamment,
c'est aussi notre enjeu avec Maze, c'est de faire en sorte que ce soit de plus simple possible et de démocratiser ces méthodologies. Il y a des personnes aussi qui se spécialisent de plus en plus sur ce métier. On entend de plus en plus parler de user researcher, UX researcher, product researcher, etc. C'est aussi une part du métier de product designer qui est de plus en plus forte. Et j'ai vu aussi notre question sur comment prouver la valeur de la recherche du coup à ma hiérarchie, mon client, etc. Et c'est aussi parce qu'avec le monde du produit et de la tech évolue. Et il y a une maturité qui est prise, puisque parfois, on développe des projets qui ne sont pas adoptés, où on se rend compte qu'il y a toujours de la friction utilisateur, ou qu'on a du retard par rapport à la concurrence, etc. Et en fait, les entreprises aussi qui apprennent, qui ont déjà cette maturité, mettre l'utilisateur au centre et à mieux anticiper les problèmes plutôt que de les retravailler une fois qu'ils sont découverts, une fois développés. C'est ce qui fait qu'il y a une prise de maturité qui est un peu plus forte. Et je pense que la recherche, elle est davantage en amont, alors que pendant très longtemps, elle était après. C'est-à-dire, j'ai mis en place et développé mon produit, je mets de l'analytics et je fais des actions d'analytics pour pouvoir voir comment c'est utilisé. Et on se rend compte que là, il y a des zones de friction. Alors que plus on anticipe le problème, plus on fait des boucles itératives à chaque moment du projet, plus c'est facile du coup de gommer les défauts avant même qu'ils soient développés. Et on sait tous, dans les entreprises tech encore plus, le coût de développement, c'est ce qui coûte le plus cher dans une entreprise, quoi. Ok. Il y a une question, je crois que tu as déjà répondu, là, c'est est-ce que les PM animent la recherche chez Maze? Et tu as dit tout à fait, c'est un sport d'équipe. Ouais. C'est moi qui pose la question, du coup je pose une question plus précise. Est-ce que ça leur arrive d'animer, concrètement, est-ce qu'ils animent eux-mêmes des tests utilisateurs? Est-ce que ça arrive? Comment ils sont formés à ça? Voilà. Alors, je réponds ou tu peux répondre? Je peux répondre si tu veux. Vas-y, réponds et j'apporterai aussi mon point de vue. Je suis curieux d'avoir le temps en amont parce qu'on n'en a jamais discuté, donc vas-y. Ok. Alors, pour les tests utilisateurs que j'ai fait avec les PM, en général, c'est les designers qui animent en fait le test utilisateur que l'on fait. Les PM sont surtout là pour aussi récupérer des informations et voir des choses qu'on ne voit pas en tant que designer. Certaines fois, les PM sont aussi là, mais c'est surtout sur les phases de discovery où c'est eux qui vont poser et être beaucoup plus en avant pour poser des questions et être présents. Mais dans tout ce qui est phase de test utilisateur pur, avec des interfaces, etc., qu'on fait tester sur des utilisateurs, là, c'est plus le designer. Ok, ça marche. Tu peux les compléter, Mathieu. Ouais, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les tests utilisateurs, tests d'utilisabilité, comme on l'entend, du coup, sont plutôt sur des notions évaluatives. Donc, du coup, c'est en effet plutôt les product designers et tout, comme tu as pu le dire. Après, les PM, ils sont aussi très au fait de pouvoir faire d'autres types d'actions de recherche. On est un peu biaisé puisque chez Maze, on a un outil qui aide à la recherche utilisateur. Donc, forcément, tout le monde est sensible à ça. Et ça va passer par du test AB, de l'interview client, etc. Et les PM sont tout à fait autonomes là-dessus. En fait, il y a vraiment tout le monde fait de la recherche chez Maze. Concernant notre produit, c'est surtout l'équipe produit. Et comme je disais, ça peut être aussi le product marketing manager. Le simple choix du nom d'une fonctionnalité dans notre produit va nécessiter des études. Et c'est pas juste des intuitions. À chaque fois, on base sur des actions de recherche. Mais tout le monde fait de la recherche. C'est-à-dire même côté RH, alors c'est pas lié à notre produit, mais même côté RH, ils font de la recherche sur la qualité de leur process, sur qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, etc. Ils utilisent même Maze pour qualifier les qualités d'onboarding. Donc la notion de recherche, elle est biaisée chez nous parce que tout le monde l'utilise et tout le monde est conscient de ça, parce que c'est ce qu'on essaie bien sûr de construire. Autre question, avec autant de sources de données, du coup, tout le monde fait de la recherche, comme tu dis, comment faites-vous pour agréger tous vos résultats? Alors c'est encore un chantier qu'on a de notre côté et c'est un des premiers sujets sur lesquels j'ai bossé quand je suis arrivé chez Maze. On a un research repository qui est encore en construction, en itération, qu'on utilise dans Notion et qui permet du coup de centraliser les actions de recherche qu'on peut faire. Je vois que ça parle d'Atomic Research. Donc l'Atomic Research, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthodologie de recherche qui permet de découper en plusieurs étapes, c'est-à-dire vos expérimentations, c'est-à-dire où est-ce que vous apprenez des choses,
Ça va être toutes vos actions de recherche qui vont être centralisées. Vous avez ensuite les faits, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez observé durant ces phases de recherche, et c'est souvent lié à des chiffres, c'est-à-dire 3 personnes sur 5 n'ont pas compris le positionnement de ce bouton, X% des personnes n'utilisent pas cette partie-là du prototypage. Ça peut être tout un tas d'éléments comme ça. Ensuite, ces faits, ça se découpe du coup en insight, c'est-à-dire comment on interprète ces faits qui peuvent provenir de plusieurs actions de recherche même. On va donner vraiment une interprétation et une raison de ces faits, en fait, de pourquoi on a ces chiffres. Et ensuite de ces interprétations, on va en tirer des recommandations et expliquer, voilà, il faut changer le label du bouton, puisque c'est lié à ces différents faits comme j'ai pu évoquer. Chez Maze, on ne fait pas de l'atomic research de manière aussi rigoureuse, puisque ça ne correspond pas trop à notre façon de procéder. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise méthode. Je pense que c'est une méthode qui nécessite beaucoup de rigueur et de maturité. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un research repository qui va centraliser tous nos projets de recherche et toutes nos actions de recherche sur lesquelles on va démarrer des plans de recherche. On va dire quel est le contexte, pourquoi on peut faire de la recherche sur ce projet, quelles sont nos hypothèses, quelles sont nos preuves déjà existantes, quelles sont les pistes qu'on a en tête, déjà les questions qu'on veut se poser. Et ça va nous aider à définir quel type de décision on veut prendre et quelles questions on doit poser parce qu'on n'a toujours pas la réponse. Et à partir de là, ça va nous aider à dire, tiens, il faut faire des interviews clients, il faut faire du sondage, il faut faire du test AB, du focus group, peu importe, tout un tas de méthodologies possibles. Et de ça va découler ce qu'on appelle du coup des learnings, des insights, en gros des apprentissages. Ça va mélanger un peu cette notion de fait et d'apprentissage. Et donc, en fait, en gros, c'est les actions de recherche et ce qu'on en a appris. Et ça va se baser sur du concret, donc soit des chiffres, des verbatim clients, de l'observation qu'on a pu faire par nous-mêmes, et bien sûr, y apporter du coup une raison et des recommandations qui vont être liées à nos opportunités ou nos solutions qu'on a déjà en tête. Ok, ça marche. Alors, on a une autre question. Comment convaincre son entreprise de la valeur de la recherche quand personne n'y est sensibilisé et n'en voit pas la valeur? Vas-y, tu veux y répondre? Alors ça, c'est une vraie question. En vrai, j'ai pas vraiment de réponse pour ça. Non, j'en ai une qui marche très bien. C'est d'impliquer les gens. Impliquer les gens dans vos actions de recherche. Ça, c'est hyper important parce que ne me dis pas, montre-moi. À partir du moment où vous montrez, vous invitez des gens durant des phases d'interview ou que vous montrez des résultats aux personnes, et c'est pour ça qu'on veut améliorer la collaboration dans Maze et qu'on veut que les gens utilisent un maximum l'outil en équipe, c'est que ce ne soit pas juste siloté et juste fait par une personne et maîtriser cette connaissance par une seule personne. À partir du moment où vous partagez la connaissance et que des fois, au début, vu que les gens ne sont pas forcément sensibles, utilisez plutôt des choses anecdotiques, des enregistrements utilisateurs, des graphiques par rapport à des actions de recherche que vous avez pu faire, des citations de clients, vraiment des petits bouts clés en fait, de vos actions de recherche. Et ça peut faire tilt en fait, auprès des personnes. Puisque c'est vrai que parfois, les personnes qui ne sont pas sensibles à la recherche utilisateur vont se dire moi, je suis le propre client de ma solution ou je connais parfaitement mes utilisateurs. Montrez-leur que parfois, en fait, ils peuvent avoir tort. Et parce qu'on n'a pas la science infuse, c'est impossible en fait, d'être omniscient et d'avoir la totale empathie des utilisateurs. Donc, montrez des utilisateurs qui galèrent, montrer des personnes qui vous font des retours, des critiques ou autres. Et même montrer aussi des choses positives. Et montrer quel impact, quel résultat ça a pu aussi vous apporter, grâce dans l'amélioration du produit. Ouais. Dans mon ancienne entreprise, ce qui a vraiment fonctionné, c'était parfois aussi d'impliquer les développeurs dans des actions de recherche, de leur présenter les résultats, qu'ils n'aient pas juste l'impression de je code des choses, mais je ne sais pas pourquoi. Ça leur donne aussi l'impression de mieux comprendre les raisons. Et puis aussi, ce qui fonctionne bien, c'est de montrer des petites choses, des petites anecdotes qui montrent que si on l'avait fait après développement, ça nous aurait coûté énormément d'argent, ça aurait pu être du coup un échec. Le fait d'avoir fait de la recherche et d'améliorer en amont, ça permet aussi du coup d'avoir des super histoires à raconter. Donc raconter des histoires et faites ça en équipe. J'avais à peu près la même idée en tête. C'est vrai que impliquer le plus de personnes possible.
pareil, partager les résultats de ses recherches, très important, impliquer tout le monde et surtout, la chose que je faisais au tout début, c'est des keynotes. C'est montrer qu'en fait, on fait gagner du temps, tout simplement en montrant que la meilleure solution, c'est de demander aux utilisateurs. Et si on le fait, en fait, on va faire gagner du temps et de l'argent à l'entreprise, car tout simplement, on aura des réponses rapidement plutôt que de devoir attendre après le développement de se prendre un mur, en fait. Voilà. Ok, merci. Alors, on a une autre question. Comment reconnaître un misclick? Comment l'analysez-vous? Alors, pour reconnaître un misclick, alors sur Maze, on a un chemin prédéfini que l'utilisateur, on s'attend à ce qu'il passe par ce chemin. Il peut y avoir plusieurs chemins, plusieurs solutions. Je sais que j'en mets parfois 2, 3. Par exemple, cas classique que j'ai fait récemment, c'était le sign-up flow. La personne peut très bien se connecter en mettant son adresse email ou passer par Google. Je m'attends à ce qu'elle passe par ces deux endroits. Si elle ne suit pas le moment logique où elle se met à en fait paniquer, tout simplement, c'est un peu comme la souris à l'intérieur d'une boîte où tout simplement on ne sait pas où aller et on est bloqué. Et donc on va cliquer un peu partout. Là, à ce moment-là, on va se rendre compte qu'il y a un problème et on va commencer à record des misclicks en fait, car elle ne suivra pas le chemin du proto en fait. Ok. Une autre question, je pense qu'on l'a répondu, mais où centralisez-vous tous les résultats de vos recherches? Mettez-vous en place de l'atomic research? Je pense ouais, c'est ça, ok, j'ai répondu. C'était 2 questions similaires, donc c'est pour ça que j'ai fait coup double. Ouais, et du coup, pourquoi tester des wireframes si vous avez un design system? Vous pouvez tester un proto high fidelity directement. Ouais, je pose la question pourquoi en fait vous passez par du wireframe. En fait, pourquoi un wireframe, c'est tout simplement parce qu'on veut mettre l'accent sur l'action, sur l'élément qu'on essaie de tester, plus que de montrer en fait l'interface finale et de se dire ok, bah, il va tester tout simplement ça. Avoir un design system, c'est utile parce que ça nous permet de prendre des composants et de pouvoir de former l'interface. Et parfois, ces composants vont changer avec la solution qu'on va tester. Parfois, les éléments vont bouger. Peut-être qu'on va créer une nouvelle variation grâce à cette nouvelle solution. Donc, c'est vraiment, le wireframe permet de mettre en avant l'action qu'on veut essayer de tester pour l'utilisateur et donc gommer un peu les éléments qui peuvent être superflus et aussi les éléments qui peuvent être flous. Et après, tout simplement, basculer sur une version qui est beaucoup plus haute fidélité et aussi mettre à jour un composant, faire une nouvelle version et aussi pouvoir créer un ticket pour ces modifications-là côté design system. Voilà. Ok, alors je vois que vous avez déjà répondu, mais je vais reposer la question quand même. Avez-vous de formation UX Research courte à conseiller? Ou est-ce que la pratique est un bon bouquin prime sur tout le reste? Prime sur tout le reste, pardon. Du coup, ouais, j'ai cité des formations que je peux conseiller. Alors, il y en a une que j'ai faite et qui s'appelle The Design Crew, qui est une formation plutôt orientée product designer. Tu l'as fait aussi d'ailleurs, Hugo. Est-ce que tu la conseilles aussi? Ah oui, vivement. Voilà, je m'attendais pas à une autre réponse, j'en étais sûr. Donc, c'est une très bonne formation, vraiment, qui est donc surtout orientée product design. Mais bien sûr, moi, je l'ai fait en tant que researcher. Je sais qu'il y avait aussi des PM, des développeurs aussi dans la promo où j'étais. Et c'est une excellente formation, vraiment, je vous le conseille, et qui est très orientée recherche, discovery, test d'utilisabilité et autres. Donc ça, si je peux vraiment la conseiller. Il y a 2 formats, il y a un format bootcamp et un format du coup advanced. Donc ça dépend de votre profil, de votre expérience. Il y a une autre formation que j'ai pas faite, mais qui m'a été pas mal recommandée et qu'on sponsorise aussi chez Maze et qui contient aussi de très 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 beaux intervenants, qui s'appelle Custo.io, qui est pour le coup orienté UX Research et que je vous recommande. Et je vous invite aussi à suivre leur webinar, leur contenu, ils font du très bon contenu. Et puis en termes de livres, dans les ressources, il y a 3 livres que je cite beaucoup. Think Like a UX Researcher, alors c'est surtout des ressources anglophones. Tout à l'heure, on parlait de l'émergence francophone, mais
Du coup, c'est pour ça que la plupart des livres sont anglophones. Le deuxième, c'est Research Practice, que j'aime beaucoup, c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué. En fait, Greg Bernstein, qui est celui qui, du coup, a fait ce bouquin, en fait, c'est un corpus de témoignages de researchers, et ça va de comment je démarre pour devenir UX researcher à comment je gère une équipe, des méthodologies très précises, etc. Chaque chapitre correspond à un élément très pratique du débutant au très confirmé en UX research. Il y a Continuous Habit aussi de Teresa Torres que je conseille et qui est excellent en tant que tel. Et puis les ressources Maze, alors c'est pas pour du coup encore nous remettre en avant, mais même avant que je sois client chez Maze, et je sais que ça met beaucoup, j'ai beaucoup de retours positifs sur les guides qui sont faits par Maze. On a une équipe au marketing qui travaille sur du très 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 bon contenu. Donc on a des guides qui vont à la fois pour du débutant et aussi pour du confirmé que je vous recommande. On a aussi pas mal de ressources parce qu'on propose des templates, c'est-à-dire si vous voulez vous questionner sur les questions, quelles questions poser pour des différents types de thèmes, de comment je fais pour assurer comprendre la satisfaction de ma fonctionnalité, comment je fais pour avoir plus de demandes de co-création dans mes fonctionnalités, quel est mon market fit, mon NPS, quel est du coup potentiellement aussi mon pricing, comment je définis mon pricing, etc. On a plein de templates en fait qui sont publics, même si vous n'êtes pas utilisateur de Maze, que vous pouvez retrouver. Et même hier, on a un questionnaire banque, ouais, sur Notion, c'est vraiment pas mal. Avec du coup Ash qui est advocate, on a travaillé ensemble tous les deux, et aussi qu'avec un mentor Bezod sur une banque de questions Notion qui est open source. On a plus de 350 questions et ça vous permet d'avoir des bonnes formulations, des thématiques qui peuvent vous aider à trouver des réponses, et ça c'est clairement un élément pour gagner du temps aussi dans vos actions de recherche, quoi. Tout à fait. Je l'ai vu, franchement, il est vraiment top. Ouais. Alors, une dernière question. Comment ne pas être uniquement drivé par la data des retours des tests? Ce qui amène parfois à choisir des choses qui ne font pas sens. Alors, elle a mis un exemple, A/B test, 44% pour l'un, 56% pour l'autre. La solution est la plus résultat. C'est-à-dire, en fait, si j'ai bien compris, avoir en fait l'A/B test, mais qu'en fait, les résultats ils sont un peu serrés à la fin. Et que c'est dur à définir. Alors, tout ne doit pas être décidé, bien sûr, que par la data. Il faut aussi comprendre comment la data, en fait, elle en arrive là aussi. C'est dur de définir sans avoir un exemple concret sous les yeux, parce qu'on peut très bien se dire, OK, ça veut dire qu'on a quelque chose qui peut être très, très proche, et donc, du coup, c'est ce qui peut aussi expliquer ce split des populations, et donc, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une solution bien meilleure qu'une autre, mais aussi, on peut l'interpréter d'une autre manière en disant, c'est très clivant. C'est-à-dire c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, du coup, tout dépend concrètement à quoi ça ressemble. Si c'est des choses qui sont très proches, en effet, du coup, ça peut se questionner. Attention sur les notions d'A/B test aussi. On parle beaucoup d'A/B test, mais il faut se questionner aussi sur la significativité. C'est-à-dire, est-ce qu'on a suffisamment de volume pour prouver que notre test A/B, il est bon? Alors là, on va rentrer sur des notions un peu plus mathématiques, rigoureuses, etc. Et puis, prendre aussi en compte, parce qu'il y a un abus de langage, on parle souvent d'A/B test, mais aussi ce qu'on fait bien souvent, c'est de la multivariation, c'est-à-dire on va juste changer un élément. En fait, la différence entre multivariation et A/B test, c'est une seule et même famille d'actions de recherche, c'est ce qu'on appelle les split tests, le fait qu'on va découper des solutions à plusieurs populations. L'A/B test, c'est vraiment dire on a deux solutions qui sont fondamentalement totalement différentes, c'est-à-dire il peut y avoir du texte, de l'agencement, des photos qui sont différentes sur votre solution, des couleurs même. Et la multivariation, par contre, c'est qu'on va comparer juste des éléments très précis, c'est-à-dire le placement d'un bouton ou une couleur, et c'est ce qui va nous permettre de vraiment savoir qu'est-ce qui a eu un impact sur la modification. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention sur les volumes, la significativité. Est-ce que vous avez suffisamment de volume pour pouvoir interpréter, parce que parfois, je vois aussi des petites erreurs, c'est aussi de dire, tiens, sur nos interviews clients, il y a 50% des gens qui ont évoqué ça. Ok, mais on a interviewé combien de personnes? 50%, c'est combien en fait? C'est 2 sur 5 en fait, peut-être, potentiellement. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Et du coup, là, j'ai pas vraiment c'est un peu une réponse de politique que je donne. Je n'ai pas une prise de position, parce que ça dépend vraiment du cas concret. Par contre, c'est sûr qu'il faut faire attention à pas juste s'orienter sur la data, et aussi... c'est pour ça qu'il faut s'intéresser sur quelle est la source des problèmes,
pour mieux définir des solutions, puisque j'ai plus la citation en tête très précise de Ford qui disait, voilà, si les utilisateurs, au lieu on a inventé la voiture, mais si on leur avait demandé ce qu'ils voulaient, ils auraient demandé d'avoir plus de chevaux, du coup, sur leur calèche. Alors que c'est pas la solution idéale. IDM pour du coup Apple qui a inventé l'iPhone. Peut-être que s'ils avaient fait de la recherche sur l'iPhone à l'époque, c'était pas ce que les utilisateurs auraient demandé. Mais pourtant, c'est ce qui correspond. Ils ont réussi à disrupter le marché de cette manière. Donc, il faut toujours prendre la part entre d'où vient la donnée, mais aussi mieux comprendre la source du problème. Plus vous comprenez la source du problème, plus c'est facile pour prendre des décisions. Il y a aussi... Vas-y, Sabrina. Il y a aussi Amaze, ce qu'on fait souvent, c'est que la plupart, on fait nos tests utilisateurs, etc. aussi. Et des fois, on fait des phases d'expérimentation où c'est aussi l'expertise du designer et aussi les retours qu'on a eus. Et puis, on se base aussi sur la data, mais on fait notre solution et après, on la met, on la développe directement et on la teste sur un petit panel d'utilisateurs pour voir si elle fonctionne. On voit les data. Voilà, data qu'on récupère de ces tests, de cette expérimentation-là. Et ensuite, on prend des décisions par rapport à ça. Ça nous aide beaucoup, surtout sur des trucs un peu, par exemple, dernièrement, c'était sur la share sheet, sur le partage, comment les personnes interagissent et review et partagent leurs mails. On a testé directement pour voir comment les utilisateurs interagissaient avec et s'ils arrivaient à cliquer dessus. Et ça nous permettait d'avoir la data très concrète dessus et quel utilisateur l'utilisait, si c'était plus les plans professionnels, etc., les free teams, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait aussi d'expérimentation. Voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour des questions. C'est ça, Pierre-Antoine, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a Antoine qui demandait est-ce que AB et Guerilla Test c'était pareil. Du coup, ce qu'on disait, c'est AB, c'est plutôt quelque chose qui est, comme l'expliquait Mathieu, directement sur le site en prod ou sur l'appli, alors que les tests Guerilla, ça va être un peu des tests qui vont pas forcément être, qui vont être sur un petit panel, qui vont se faire rapidement, avec presque du tout venant, et du coup, qui n'ont pas du tout la même valeur en termes de données qualitatives et quantitatives. C'est ça, en fait, le guerilla testing, c'est vraiment le fait que vous allez voir des utilisateurs, vous allez aller à la rencontre d'utilisateurs qui ne sont pas forcément dans votre audience, dans votre cible. L'exemple le plus connu, c'est ces photos de designers qui vont dans des Starbucks et qui proposent « je vous paye un café, en échange, je discute 5 minutes avec vous ». Donc pour faire de l'interview, du test de prototypage, etc. Donc, comme tu le disais, c'est vraiment du tout venant. Et donc, c'est vraiment plutôt un contexte de recherche. Parce que le contexte de recherche, il peut se faire de manière plus ou moins rigoureuse. Ça peut se faire en laboratoire utilisateur, avec du coup une vitre où on ne vous voit pas et du coup vous observez l'utilisateur, vous lui avez donné des éléments pour faire lui-même. Ça peut être l'utilisateur par lui-même parce que du coup il est du coup sur son application et autres et vous faites des enregistrements de session, vous pouvez voir ce qu'ils font. Ça peut être aussi aller à l'encontre des utilisateurs et faire de l'observation, faire des études terrain. Et donc là il y a plusieurs façons de faire, soit vous observez juste, soit vous interviewez les personnes en même temps de les observer, soit vous-même vous mettez à la place de l'utilisateur, enfin l'ethnographie. Et vous faites tout comme si vous étiez le propre utilisateur. Et puis après, il y a cette notion de guérilla testing qui est vraiment c'est hop, on va à l'encontre de l'utilisateur et peu importe le contexte, vous pouvez très bien le questionner sur l'usage d'une voiture, même si vous êtes dans un café, et on n'est pas du tout dans le contexte, mais c'est tout à fait envisageable. Merci beaucoup pour ta réponse. Et oui, c'était la dernière question. Juste si on regarde rapidement, c'est cool parce que vous avez aussi proposé les prochains sujets. Et on regardera ça avec l'équipe plus tard. Et waouh! Il y a aussi des beaux dessins. Phil Collins est passé par ici. C'est fantastique. Oh là là, très beau logo Maze aussi. Alors là, franchement, on l'a essayé en photo, ça rendait pas aussi bien, quoi. On était en séminaire et on l'a fait en mode chaîne humaine. Et là, c'est magnifique. Merci beaucoup pour vos contributions, en tout cas. J'arrête le partage de FilJam. Merci beaucoup à tous. C'était super cool. Très intéressant. Ouais. Si je peux juste me permettre une dernière intervention, notre outil il est en modèle freemium, donc il y a une version gratuite qui vous permet de faire déjà pas mal de choses. On vous a présenté
du coup nos processus, nos façons de faire, etc. et ce qu'on cherche à mettre en place. Et surtout, n'hésitez pas à tester le produit, vous amuser avec, etc. Et puis si vous avez le moindre retour, les moindres besoins à nous partager, on est toujours preneur du coup d'avoir des feedbacks. Donc ce sera avec grand plaisir, quoi. Ouais. Vous pouvez nous envoyer des mails si vous avez des questions. C'est juste notre prénom @maze.design. Donc, si vous avez, vous pouvez nous flooder, il n'y a pas de problème. Bon, merci à tous. Hugo, tu fais le mot de la fin? Yes. Bah, écoutez, merci à tous. Je vois qu'il y a pas mal de feedback et de suggestions de prochains sujets. On regardera ça en équipe avec Hugo et Pierre-Antoine. Merci Sabrina, merci Mathieu. Et on vous dit dans 3 mois. Ce sera plutôt l'année prochaine, début de l'année prochaine, pour un 5e event. Merci beaucoup et bonne soirée. Salut. Bonne soirée à tous. Salut. Au revoir. Salut à tous. Ciao. Ciao. Merci. Merci encore à Maze pour leur staff. Yes. Merci à vous.